Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Je vous laisse finir de vous installer. Nous commençons. Je suis Pauline Polgar, directrice de la rédaction de Bâti Actu, et je suis très heureuse de vous accueillir à la Cité universitaire internationale de Paris pour cette 7e édition des Assises nationales du logement et de la ville. Cet événement est conçu pour vous et avec vous, acteurs de l'habitat, de l'immobilier et du cadre de vie, quelles que soient vos disciplines, quels que soient vos marchés. Une spécificité qui permet le dialogue, la rencontre et le travail commun. Des moments de mobilisation de la filière qui sont plus que jamais nécessaires dans le contexte que nous connaissons. Agir ensemble, dès maintenant et pour l'avenir, c'est bien notre objectif à tous. Il y a un an, nous ouvrions nos assises au lendemain d'une dissolution qui a fait grand bruit et dont les conséquences se font toujours sentir. Et c'est peu dire que les mois qui ont suivi n'ont pas été de tout repos. Reflet d'une France divisée, il faut désormais composer avec l'absence de majorité, la succession de gouvernements, les crises politiques, économiques, le contexte international. On observe peu ou presque pas d'amélioration sur le front du logement et de la construction, plongée dans une crise profonde qui s'accentue. Tandis que des millions de personnes cherchent à se loger, des professionnels sont en grande difficulté et mettent aussi la clé sous la porte. Le Parlement est en première ligne, mais les avancées sont longues à obtenir, les décisions parfois déconcertantes et le budget bien loin d'être optimiste. Du fait de cette instabilité, des professionnels inquiets et toujours plus incertains, c'est ce qui ressort cette année encore de notre baromètre. 44% des professionnels interrogés se déclarent pessimistes quant à leur activité pour les mois qui viennent. 33% font part de leur incertitude, sans compter les conséquences d'une échéance électorale importante à venir dans quelques mois. Les élections municipales, une période où, on le sait, appréhension et attentisme ont souvent de rigueur de la part des élus. Alors peut-on encore mener une politique du logement concrète? La relance est-elle possible? Quels sont les leviers? Parce que nous voulons justement continuer à être optimistes. Qu'est-ce que cela implique pour la filière? Quelles sont les attentes et quel est l'état d'esprit qui prédomine? Pour en parler, merci d'accueillir Emmanuelle Cos, présidente de l'USH, Pascal Boulanger, président de la Fédération des promoteurs immobiliers. Malheureusement, Danielle Dubrac, présidente de l'UNIS, n'a pas pu être avec nous ce matin, mais elle est remplacée avec brio par monsieur Olivier Safar, président adjoint de l'UNIS et président de l'UNIS Île-de-France et Grand Paris. Loïc Quentin, président de la FNAIM, qui devra malheureusement être rapide ce matin parce qu'on a une petite réunion ministérielle qui s'est décidée au dernier moment. Donc, je vous remercie très sincèrement d'être avec nous ce matin. Christophe Millet, président du Conseil de l'Ordre des architectes. Et enfin, il était important qu'il soit avec nous ce matin, Daniel Cornalba, maire de l'Étang-la-Ville, représentant de l'Association des maires de France, qui réagira aussi à nos échanges. Notez que nous serons ensuite rejoints par Olivier Sichel, directeur général de la Caisse des dépôts, dont ce sera la première prise de parole depuis sa nomination. Merci à vous tous d'être avec nous ce matin, de votre fidélité aussi à notre rendez-vous. Je le disais, il y a un an, nos échanges faisaient part de vos sentiments mêlés entre sidération, colère, au lendemain d'une dissolution surprise. Depuis, plusieurs gouvernements se sont succédés, le budget n'a jamais été aussi long à sortir et déjà le prochain doit être travaillé. Je sais que vos équipes sont à fond. Le secteur en crise a néanmoins connu quelques avancées, combinées à une conjoncture de taux meilleure, avec une ministre du Logement qui semble fédérée. Mais on le voit bien, cela ne suffit pas. Quel est votre état d'esprit actuel? Comment analysez-vous la période actuelle? Et évidemment, je commence par vous, Emmanuelle. Mon état d'esprit? Je suis toujours heureuse et optimiste, moi, tu sais, dans la vie. Non, sincèrement, c'est compliqué, parce que c'est vrai qu'il y a un an, on est après la dissolution, il n'y avait plus de ministre, tout ça. Un an plus tard, c'est un sentiment, on va dire, ambivalent. D'une part, en effet, nous avons la chance d'avoir une ministre du Logement qui connaît notre secteur, connaît nos enjeux, mène les batailles et en gagne une partie, pas toutes, mais en tout cas, et elle le fait souvent un peu seule dans un environnement gouvernemental qui ne la soutient pas toujours. Et puis quand même dire que la question du logement et du logement social notamment, mais pas que, a quand même fait partie du débat politique du début de l'année quand il s'est agi de discuter d'un accord de non-censure en début d'année. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est vraiment rien par rapport aux besoins actuels.
dans le sens où alors le logement social n'est pas exactement dans la même difficulté que le logement privé, même si on a baissé dans la production, mais on baisse beaucoup moins fortement que ce qui se passe dans le logement privé. Mais la difficulté, c'est qu'on a très peu de visibilité pour l'avenir, sur les politiques à venir, et que le débat budgétaire risque d'être en effet très difficile. Et d'ailleurs, il est tellement difficile qu'actuellement, personne ne veut nous en parler. C'est toujours un mauvais signe quand vous demandez des rendez-vous en juin pour parler du budget et qu'en fait, personne ne va aborder encore la question. Donc ça, c'est une des premières difficultés sur le soutien, on va dire, à l'activité de construction et de rénovation. Ensuite, il y a par ailleurs des nouvelles intéressantes d'un point de vue conjoncturel. C'est évidemment la baisse du livret A pour les bailleurs sociaux qui est arrivée en février, et une nouvelle baisse qui va arriver pour le mois d'août. Après, bon, pour nous, ça va nous donner un peu d'air très clairement sur notre endettement, mais il ne faudrait pas que ça soit l'excuse pour en fait que l'État estime que ça va suffire en fait à aider l'ensemble du secteur. Et c'est vrai que la difficulté maintenant, c'est qu'on aborde l'année d'activité là dans un contexte qui est en effet un contexte des prêts municipales, avec objectivement deux attitudes, moi, que j'observe: des territoires où on ne fait plus rien, même aucune discussion, et des territoires où, par contre, les élus nous demandent d'accélérer. Donc, voilà. Et ce que je crains, évidemment, c'est une baisse très forte soit des permis de construire, soit, moi, on a déjà des consignes de ne pas lancer les chantiers, ce qui, quand même, d'un point de vue économique, nous met dans des situations très difficiles. Et on peut comprendre hein, les craintes des élus de rajouter des difficultés au débat politique, mais c'est vrai que pour nous, pour notre activité, c'est très difficile. Monsieur Boulanger, vous êtes toujours dans ce côté colère et combatif ? Ah, combatif, oui. Colère, moins. Vous savez, pour sortir d'une situation, il faut trois choses. Il faut une prise de conscience, il faut l'envie de se sortir de cette situation et la capacité à le faire. Avant la dissolution, le parti du président de la République était majoritaire à l'Assemblée. Il n'avait pas cette prise de conscience de cette crise du logement. Donc, sans cette prise de conscience, il n'avait pas envie de nous aider. Il pensait même que c'était un mal nécessaire que l'on souffre pour que les prix baissent. Mais ils avaient la possibilité parce qu'ils étaient majoritaires. Dissolution, M. Barnier arrive, et ensuite M. Bayrou. Et là, ça change complètement. La prise de conscience est totale. L'envie de nous aider est forte, mais il n'y a pas de majorité. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas être en colère. On a demandé à M. Barnier, qu'il avait mis dans le projet de loi de finances, malheureusement, on connaît la suite, mais M. Bayrou a tout repris. On avait demandé plusieurs choses. Le PTZ élargi, on avait demandé l'amendement donation pour lequel la FPI s'est vraiment battue, et puis le LLI pour les particuliers pour faire rapidement, qui était déjà dans la loi de finances précédente. Ils l'ont maintenu et ils nous ont donné ce qu'on voulait. Donc je ne peux pas être en colère quand on nous donne ce qu'on demande. Simplement, et j'ai vu M. Bayrou il y a 1 mois et demi, malgré ça, ça ne marche pas. Et tout le monde est déçu, pour ne pas dire très déçu, puisque les chiffres qu'on a publiés, nous, FPI, au 31 mars sur le premier trimestre, donc 2025, montrent que la chute continue. Donc, en colère, non. Je ne peux plus être en colère, puisqu'on a eu ce qu'on voulait. Maintenant, on demande, j'ai demandé au Premier ministre s'il était d'accord pour avancer un projet de loi de finances rectificative pour mettre en place ce fameux statut du bailleur qui est presque prêt. Hein, les parlementaires d'Aubresse et Cosson y travaillent et je sais qu'il est presque prêt. Encore hier, on a eu quelques échanges. On en parlera cet après-midi sur une... Et le Premier ministre me répond non, je ne peux pas en ce moment parce que si je... Il ne l'a pas dit comme ça, mais si je sors du bois, on va me tirer dessus et je vais me prendre une motion de censure. Donc, en colère, non. Inquiet, oui. Et combatif plus que jamais. Monsieur Quentin, on le voit quand même qu'il y en a une ministre qui est quand même très impliquée aujourd'hui dans ces questions-là, mais on voit aussi qu'elle ne peut pas tout faire. En préparant cette conférence, certains d'entre vous me disaient ce côté saucissonnage en PPL systématique, c'est quand même très compliqué. Il y a une pointe d'épuisement aussi quand même à toujours devoir monter au créneau. Je dirais que ça fait 2 ans qu'on est mobilisé. Hein. Donc, je dirais on fait le même constat. On essaye d'avancer petit pas par petit pas. Je reprendrai l'expression de Valérie Littard. Je dirais qu'elle est une bonne ministre, qui fait ce qu'elle peut, malheureusement, parce qu'elle souhaiterait faire, et ce qu'elle peut, et en fonction d'une situation politique de notre pays qu'on n'avons jamais connue.
compliqué d'œuvrer et de réglementer, légiférer dans un pays où il y a 11 groupes parlementaires, où leur corporatisme de chacun va bien évidemment prévaut par rapport à l'intérêt général. Et même à un moment, on avait eu l'espoir, notamment après la dissolution, d'avoir des lois transversales. C'était un beau terme. Loi transversale, c'est quasiment impossible, mission impossible. Je dirais que la dernière loi sur notamment la rénovation des copropriétés dégradées, qui avait un volet sur l'indécence énergétique, elle n'a été adoptée par l'Assemblée nationale et elle n'a pas été adoptée, elle a été retirée. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation où nous ne savons même pas donner une interprétation juridique d'un logement qui est indécent au 1er janvier 2025 et on a déjà passé l'étape. Cette loi est mal rédigée, il fallait la reprendre. On en est encore à ce stade. Donc faire progresser, je dirais, les troupes aujourd'hui dans une situation comme celle-ci, c'est extrêmement inquiétant. Et je me remémore encore il y a 2 ans, rappelez-vous, Elisabeth Borne, au moment du CNR, on devait reprendre les travaux à la rentrée, des travaux sur lesquels tout le monde avait planché pendant 6 mois. Rien n'a bougé, rien n'a avancé. Alors si mon ami Pascal est content des dispositions qu'il a reçues, tant mieux. Mais je crois que nous, le marché de l'existant, la seule chose qui nous a permis de redécoller, c'est 8 baisses successives de la BCE, la chute des prix qui ont permis aux Français de rejoindre le chemin de l'accession à la propriété. Mais j'ai toujours dit, après la crise de l'immobilier, c'est la crise du logement qui est devant nous. Et celle-là, elle est beaucoup plus grave que la précédente. Elle est déjà là, d'ailleurs, hein, Oui. pour beaucoup. Et ce que vous soulignez aussi, je vous garde un petit peu parce que je sais que vous devez partir prochainement, cette idée un peu d'éternel recommencement et finalement, ça vous êtes tous d'accord là-dessus, un manque quand même clairement d'une ambition nationale de politique du logement. Bah, de toute façon, oui, il y a plus. Je dirais qu'il y a des acteurs, il y a certains députés, certains sénateurs qui sont mobilisés pour la question logement, mais je dirais que le premier qui devrait être mobilisé pour la question logement, c'est le président de la République. Et c'est insupportable de voir ces déclarations. Je l'ai dit souvent, dans Challenge de juin 2023, le logement, c'est de la surdépense publique pour de l'inefficacité collective. C'est pas entendable. C'est pas. Je dirais qu'au contraire, dans une situation telle que nous traversons, on demande à l'exécutif de donner un cap, une ligne stratégique. Quelle sera la politique du logement dans les 5 ans, dans les 10 ans? Là, on navigue sans cap. C'est un bateau qui est en pleinement, qui navigue sur les mers et on ne sait pas où on va. Donc, il faut redresser vite la situation. Et je crois que l'exécutif aujourd'hui, voilà, il essaye de faire ce qu'il peut en fonction de ce qu'on lui présente. Mais on a une ministre, Valérie Létard, qui essaie de faire ce qu'elle peut. Et je dirais même si c'est une politique des petits pas. Mais je crois que le cap à donner incombe au président de la République aujourd'hui. Monsieur Savard, oui, j'imagine pour vous également, cette politique de petits pas, ça ne suffit pas. Alors, c'est une vraie politique de petits pas. Une chose est très claire, c'est qu'on a une alliée, c'est notre ministre du Logement. Il faut dire les choses. Elle nous écoute. Elle comprend effectivement les difficultés que nous avons dans la partie immobilière et du logement. Et elle est volontaire pour faire avancer les choses. On a un ennemi aujourd'hui qui est Bercy. Je vais être très direct. La distinction que l'on doit avoir, c'est que Bercy cherche à faire des économies. Je l'entends. La question qu'il faut se poser, c'est on fait des économies sur des dépenses courantes, je l'entends. Sur des investissements, jamais. Et là, c'est l'inverse de ce qu'ils veulent faire. Donc on est aujourd'hui dans une volonté de couper tout dans tous les sens, y compris les investissements, alors que nous demandons pour l'immobilier aujourd'hui une loi de programmation de 5 ans et 5 ans de plus, 10 ans. Pourquoi? Parce que l'immobilier, c'est toujours un temps long, c'est toujours une volonté de faire avancer les choses, mais il faut un vrai cap. Et c'est ce qu'a dit effectivement tous les intervenants, c'est qu'aujourd'hui, on a bien une ministre qui a envie de faire les choses, on a un Premier ministre qui navigue entre la ministre du Logement et Bercy et qui va se relier probablement à Bercy à un moment parce qu'il va falloir prendre des décisions budgétaires. Et derrière, on a un président de la République qui, pour lui, l'immobilier, c'est rien. Quand je dis rien, je suis poli, c'est moins que rien. Et là, je pense que c'est une compréhension inverse de la réalité de l'immobilier. Mais une chose est très claire, on a aujourd'hui quand même un petit rebond de l'immobilier, il faut le dire. On a à nouveau quelques visites pour les ventes d'appartements dans l'ancien. Alors je suis désolé, pas dans le neuf, c'est une réalité. On a quelques mouvements. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont baissé, parce que visiblement les prix ont un peu baissé aussi, et que visiblement on a des propriétaires ou des candidats acquéreurs qui reviennent sur le marché. Notre difficulté, ce sont les banques, qui sont parfois encore plus inquiètes que Bercy.
et qui demande aux candidats acquéreurs un montant d'apport qui est disproportionné par rapport à la valeur du bien. Auparavant, vous achetiez un appartement, on vous demandait de mettre 10 à 15% sur la table globalement et vous l'achetiez. Aujourd'hui, on est entre 30 et 35. On devait descendre à 25, on n'y est pas. Et aujourd'hui, ça bloque effectivement la reprise de ce marché de l'ancien qui nous permettra, avec le parti de statut du bailleur privé, de redémarrer aussi le neuf. Parce qu'il faut redémarrer toutes les activités. Et si on ne les démarre pas toutes en même temps, vous aurez effectivement des petits pas qui ne permettront pas d'avancer. Vous allez faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Monsieur Millet, alors vous êtes aussi dans cette chaîne de l'acte de construire et de rénover. Pour vous aussi, les difficultés, elles sont là, parce que forcément, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de travail pour les architectes, il n'y a pas de moindre rénovation, il n'y a pas de travail pour les architectes. Quel est votre état d'esprit aussi aujourd'hui ? L'état d'esprit dont je vous ai parlé quand on préparait cette conférence, c'est qu'on est malheureusement optimiste. Malheureusement, parce qu'enfin, on comprend que la question du logement est mal posée. Et que c'est même pas la question du logement dont on doit se poser la question, mais c'est bien la question de l'habitat. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle ville voudrait construire du logement? Les métropoles sont trop denses, on le sait, elles ont du mal à payer les infrastructures. Les petites villes, elles ont du mal à payer les écoles ou à amener du travail dans leur secteur, ou à apporter du loisir, ou à apporter même de la consommation quotidienne. C'est-à-dire qu'enfin, la crise de l'immobilier nous a fait prendre conscience que le logement n'était pas la bonne question, mais la question qu'on devait se poser, c'était la question de l'habitat dans son ensemble, c'est-à-dire l'écosystème autour de l'habiter, du loisir, du travail. Ce qu'on fait aujourd'hui depuis 27 ans avec les assises. Et de l'ensemble des questions. Donc ça, j'ai envie de dire, sauf que le problème, en attendant, on a quand même à peu près plus de 4 millions de personnes qui sont mal logées en France, donc c'est énorme, donc il va bien falloir à un moment donné se poser la bonne question. Et cette question, c'est bien celle de l'habitat. Là où je suis optimiste aussi, c'est que la question des acteurs qui sont interrogés vont peut-être évoluer. Jusqu'à présent, on a toujours posé la question du logement, et très régulièrement aux acteurs qui sont autour de la table, mais assez peu les architectes et les urbanistes et les paysagistes. Je vous le dis sincèrement. Tous les ans, nous on le fait. Alors peut-être, mais nous, quand on va au ministère du Logement, on est beaucoup moins écoutés que les autres acteurs qui sont autour de cette table. Donc enfin, peut-être que la ministre va devoir écouter les acteurs qui sont les professionnels de la maîtrise d'œuvre, de l'urbanisme, du paysage, de ceux qui conçoivent le logement, pour apporter des réponses. Les réponses, on les a dans les territoires. On en a déjà démontré avec un programme qu'on a fait qui s'appelle Architecture et Territoire. On a 30 000 architectes sur le terrain qui connaissent la question du logement, qui savent faire des diagnostics de territoire, qui savent identifier du foncier invisible, qui savent monter des petites opérations de logement, qui savent apporter à côté de ces logements d'autres programmes complexes. C'est-à-dire que tout est là. Il faut, moi je le redis, élargir le cercle des acteurs qui sont interrogés pour qu'on puisse ouvrir le spectre de la réponse autour de l'habitat et en déduction du logement. Alors, monsieur le maire, évidemment, vous êtes un des personnages principaux aussi sur cette question du logement, parce que vous êtes en première ligne. J'imagine que ces difficultés, vous les ressentez sur le terrain. Beaucoup de gens viennent vous voir pour dire, ben voilà, je ne peux pas me loger, comment ça se passe? Et en même temps, vous êtes un peu entre le marteau et l'enclume, finalement. Tout à fait, vous évoquez la notion de difficulté ou de contrainte, j'allais dire qu'elle est dans les deux sens. C'est à la fois la difficulté déjà, et je crois que c'était très bien rappelé, des personnes elles-mêmes. Et juste pour donner très rapidement, mais les typologies auxquelles on est fréquemment confronté, ça peut être la question des petites retraites, ce qui est d'ailleurs une actualité avec les débats en cours, mais c'est un véritable sujet, personnes qui ne peuvent plus se loger et qui cherchent désespérément. Ça peut être effectivement les jeunes couples, ça peut être des personnes en grande difficulté. Et puis ce qu'on a appelé, pendant le Covid, on ne l'oublie pas, les professions dites essentielles. Je le souligne toujours pour pas qu'on oublie, mais c'est vrai que parfois on peut avoir des questions d'acceptabilité sur le terrain, mais rappelons toujours pourquoi on construit et quelles sont les personnes qui, in fine, habitent ces logements. Donc on a cette contrainte-là, enfin en tout cas les difficultés des personnes qui, toutes les semaines, viennent nous voir, nous interpellent en disant « mais que faites-vous, monsieur le maire ?» Donc de ce point de vue-là, le premier message que je voulais passer, c'est que la prise de conscience de la nécessité de l'acte de construire et en tout cas de trouver des solutions, je pense que l'immense majorité, je ne vais pas dire tous les maires, mais l'immense majorité des maires en sont conscients. Face à cela, c'est vrai qu'il y a quand même quelques contraintes. Vous avez évoqué la question d'un cap clair. C'est vrai que ça, c'est une grande difficulté pour nous, y compris sur les aides à la pierre, ou l'aide en tout cas pour pouvoir financer concrètement du logement. Elles sont fluctuantes, c'est le moins qu'on puisse dire, y compris à l'échelon local, puisque les départements, les régions peuvent être des partenaires, mais qui sont aussi frappés de plein fouet par le contexte budgétaire qu'on a rappelé, et qui du coup elles-mêmes peuvent parfois suspendre leurs propres subventions ou soutiens. Et donc quand vous êtes maire, que vous êtes face à cette équation, c'est extrêmement difficile.
de dire est-ce que je m'engage ou pas. On a loué l'action de Madame la Ministre et je reconnais effectivement qu'il y a une écoute qui est très forte, y compris du côté des maires. Maintenant, le bémol, et je pense qu'elle est dans cette situation-là aussi, c'est-à-dire que quand vous n'avez pas de majorité, déjà, vous avez une grande difficulté à faire passer une loi, quelle qu'elle soit. Vous passez par du réglementaire qui est nécessairement imparfait. Et on se retrouve dans des situations où, par exemple, il y a ce projet actuel sur les maires bâtisseurs, pour soutenir les maires bâtisseurs. J'ai essayé de confronter ça à mes propres situations dans ma ville en me disant, mais est-ce que je serais en capacité de solliciter cette aide-là? La vérité, c'est que non. Puisqu'on me demande soit des projets déjà en cours qui ne seraient pas financés X ou Y, et quand j'appliquais l'ensemble des critères, je m'apercevais qu'aucun de mes projets n'était éligible. Donc, et ce n'est pas pour jeter la pierre à Madame la Ministre, mais c'est que dès lors qu'on doit faire sur le droit existant, ce n'est pas toujours simple non plus. Donc je voulais simplement souligner que, et j'en termine par là, les maires, je crois, ont pour leur immense majorité conscience du besoin, mais en même temps font face à des contraintes assez immenses, et je crois un État qui ne sait pas nécessairement où il veut aller, non seulement sur la question du logement, mais sur d'autres questions auxquelles on est confronté, en termes de droit environnemental, etc., où on se retrouve face à un État déconcentré qui lui-même est conscient de la contradiction du droit, et face à cette contradiction, parfois préfère rester silencieux et nous laisser nous dépeutrer très concrètement sur le terrain, ce qui est la pire façon d'avancer, et fait que beaucoup, finalement, appuient soit sur la pédale du frein, ou en tout cas arrêtent d'être sur l'accélérateur. Oui, parce que, comme vous le dites, ce n'est pas vraiment un manque d'ambition, c'est finalement qu'il n'y a pas de moyens non plus pour arriver à avancer. J'imagine que vous entendez ça, Monsieur Boulanger, ça vous fait réagir quand même. Il n'y a pas de sous, il n'y a pas de majorité, c'est tout. Donc après, on peut se poser toutes les questions qu'on veut. Il y a une erreur de calcul, on l'a dit autour de cette table, de Bercy, qui compte. Il pense que même s'il n'y a pas d'aide, ça va continuer à marcher. Donc je ne vois pas pourquoi, c'est Bercy qui raisonne, je donnerai une aide. Nous, on alerte depuis pas mal de temps. À chaque fois qu'il y a eu l'arrêt d'une loi fiscale favorable, Pinel au 31 décembre, les chiffres se cassent la figure. Donc nous, des fois, on me dit, mais vous réclamez. Non, on sait que le logement est tellement normé, tellement taxé, là je parle surtout du logement neuf, qu'on est arrivé au fait qu'il n'y a pas de modèle économique. Le seul modèle économique, c'est quand on compense tout ça par un avantage fiscal. Donc il y a deux solutions. Soit on considère que le logement est de première nécessité et on lui met une TVA à 5,5 et on n'embête plus personne, et nous on ne demandera plus rien. Mais là, on nous met toutes les charges possibles sur le logement. Je suis désolé, mais il n'y a pas de taxe foncière sur les placements mobiliers. Il n'y a pas d'IFI sur les assurances-vie. Il n'y a pas, quand vous voyez que dans certains cas, la taxe foncière, c'est 2,5 à 3 mois de loyer. Donc, il n'y a plus de modèle économique. Mais Bercy croit que ça ne sert à rien de donner un avantage fiscal. Parce que pour Bercy, ça coûte, le logement coûte finalement. Non, mais il se trompe. Plus qu'il ne rapporte. Tout le monde est d'accord sur le chiffre, même le ministère, même Bercy. Ça coûte 40 milliards, ça rapporte 90. Il y a personne je vous renvoie justement sur le magazine Bâti Actu qui justement montre ça, que il n'y a personne qui conteste ce chiffre. Idée. Simplement, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut que ça continue à rapporter 90 sans que ça coûte 40. Mais ça ne marche pas. Et donc, nous, tout notre débat, c'est celui-là. Donc aujourd'hui... Comment convaincre alors? Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce qu'ils n'entendent pas ce discours-là? Mais je pense qu'on a convaincu, sauf qu'il n'y a plus de majorité. Je pense vraiment, pour discuter avec Mme Létard, avec M. Bayrou et d'autres, aujourd'hui, il y a quand même une conviction que ça ne marche pas. Ils voient bien les chiffres. Ça fait 3 ans qu'on leur dit attention, le dispositif Pinel s'arrête au 31 décembre. Les chiffres commençaient déjà à baisser, et là, ça va s'arrêter. Il faut quand même savoir que sur le premier trimestre 2025, au niveau français, la FPI a fait 2448 ventes aux investisseurs. 2448 sur le premier trimestre 2025. Un trimestre normal, c'est 15 000. Donc c'est divisé par 6 et quelques. On l'a dit, je l'ai écrit. Bon, ils ne nous ont pas cru. Maintenant, ils commencent à nous croire. Sauf que là, maintenant qu'on nous croit, qu'on dit, bah oui, mais il faut faire quelque chose. Il y a effectivement une petite réticence de Bercy, mais je crois savoir que le Premier ministre, normalement, est au-dessus de Bercy, quoique. Il n'y a pas de majorité. Ouais. Donc on tourne en rond. Madame Coche, je vous vois réagir.
Non, mais je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, nous sommes dans un pays qui a refusé de parler de la politique du logement dans la campagne présidentielle de 2022. Et je rappelle qu'en 2017, c'était pas mieux. Donc, on est quand même dans un pays qui souffre d'une crise du logement quand même sans précédent et qui n'a pas voulu, et le président de la République n'a pas voulu aborder cette question-là, même pas pour parler d'économie. Il n'en a pas parlé du tout, ce qui est une gravité, je pense, extrême. Ensuite, et je vous envoie à des rapports de la Cour des comptes, parce qu'il faut toujours aller lire ce que raconte la Cour des comptes, l'impact de la crise de la construction dans les finances publiques est mesuré. Ça a eu un impact très fort sur la baisse du PIB et c'est une des raisons de l'aggravation du déficit de 2023-24 qui n'était pas en fait envisagée par Bercy. Moi, je suis moins positive que Pascal. Je ne crois pas. Enfin, au logement, on est soutenu et entendu. Et à Bercy un peu, même si ce n'est pas traduit en effet. Mais à Matignon, sincèrement, en tout cas en ce qui me concerne, moi, je n'entends que des gens qui ont un discours quand même très dogmatique, par exemple, sur le logement social, qui nous demandent qu'est-ce qu'ils pourraient supprimer comme aide, alors que ça fait quand même 7 ans qu'on n'a plus d'aide au logement social, donc c'est quand même génial. Je rappelle qu'on continue d'être ponctionné et qu'on a quand même déjà donné à l'État plus de 11 milliards d'euros en 7 ans, donc ça me fait marrer quand on nous demande qu'est-ce qu'on pourrait baisser d'autres. Il ne reste que la TVA. Et après, le changement du statut des SA d'HLM. Donc, et la TVA, je rappelle, on l'a que sur le logement très social. Donc, c'est ça, en fait, qui est dingue. Et à côté, quand même, parlons un peu des habitants. On en a parlé un peu sur l'accession. Mais aujourd'hui, donc, dans le logement social, nous accusons un chiffre de 2,8 millions de demandeurs de logement social. On a encore pris 100 000 demandeurs sur un trimestre. Avant, on faisait 100 000 demandeurs supplémentaires dans l'année. Là, on l'a fait en un seul trimestre. Et je pense qu'au moment du congrès HLM en septembre, on sera autour de 3 millions. Et puis, tout ce qui n'est pas construit là fait que les gens, dans 3-4 ans, ne pourront toujours pas plus se loger. Si on a autant de demandeurs, dans ces demandeurs, c'est 65% d'actifs. C'est énorme, hein. 60% d'actifs qui, en fait, sont l'image du salarié d'aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui gagne le SMIC ou juste au-dessus. C'est, je rappelle, un salarié sur 5 aujourd'hui. Pourquoi j'en parle? Parce que si ces personnes demandent un logement social aujourd'hui, c'est parce qu'elles n'ont plus d'autres solutions. Avant, elles pouvaient un peu accéder à la propriété dans certains territoires. Il y avait du logement locatif privé et il y avait une panoplie, en fait. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et très clairement, vous le savez bien, nous n'allons pas être capables de répondre à une telle demande en un an. C'est impossible. On fait 350 000 attributions actuellement par an. Donc c'est grave en fait ce qui est en train de se passer. Et en plus, on a un phénomène sociétal que je pense les élus locaux ont encore du mal à voir parce qu'il faut qu'on fasse beaucoup plus de pédagogie. C'est les changements des formes de ménage et donc de famille. Aujourd'hui, les gens dans notre pays vivent seuls, qu'ils aient 25 ans ou 70 ans, ils vivent seuls en majorité. Le modèle d'un couple avec 2 enfants est un modèle minoritaire. Quoi qu'on en pense, on n'a pas à le juger, c'est comme ça. Mais ce qui veut dire aussi que pour acheter ou pour louer, très souvent, il n'y a plus qu'un seul salaire. Donc ça joue beaucoup, en fait, derrière sur les capacités d'achat et de crédit. Et c'est là, en fait, qu'on voit que tout le monde est bloqué. Parce qu'on n'a plus du tout le modèle économique qui est viable par rapport à ce qu'on a prévu. Et je veux quand même dire une chose, parce que la semaine dernière, j'ai dû me mettre en colère de manière assez forte dans d'autres journées face à un silence. Mais vraiment... je veux dire un mot grossier, donc je ne le dis pas. Non, on n'est pas tant. Non, un silence assourdissant, tu as raison. Sur la poursuite de la politique de rénovation urbaine. Je veux quand même en dire un mot parce qu'on a vécu la semaine dernière quelque chose de dingue. C'est une politique qui a 20 ans, qui est financée aujourd'hui, qui est payée en majorité par Action Logement et les bailleurs sociaux. Le seul financeur qui n'est pas au rendez-vous, c'est l'État. Et il a fallu se battre comme des dingues pendant 3 jours pour qu'on obtienne d'avoir une mission de préfiguration sur la suite. Est-ce que vous vous rendez compte où on en est? D'une politique qui fonctionne, sur lesquelles c'est une politique publique qui fonctionne et on dépense les crédits et on nous dit que ça marche. Et les élus nous demandent de poursuivre. Et donc, j'en suis même plus aujourd'hui à me battre pour avoir une politique, j'en suis à me battre pour obtenir une mission de préfiguration que vraiment on a arrachée. Je dis ça parce que, majorité ou pas, il y a quand même des gens qui aujourd'hui gouvernent ce pays. Et quand on est à Matignon, en effet, on a du pouvoir. Et moi, je demande quand même qu'on ne tergiverse pas sur des politiques qui sont utiles à la République et à la société. Et c'est vrai que cette façon de nous balader
Et c'est pareil sur d'autres sujets donc, qui ont été évoqués. C'est insupportable. Et au-delà des questions de majorité politique, je pense quand même qu'il faut aussi qu'on ait un État qui comprenne qu'il y a une urgence très grave et qui doit se saisir de cela. Ça rejoint tout à fait ce que vous disiez, hein, Monsieur Quentin. Je vous redonne la parole avant que vous deviez partir. Merci. Oui, je partage tout à fait ce que vient de dire Emmanuel. C'est vrai que dans ce pays, on se demande si le logement, si tout le monde a bien compris que le logement était d'intérêt général. Mais en réalité, on se rend compte qu'il n'y a aucune observation, aucune vision d'avenir sur ce que l'on doit faire. Emmanuel Macron, c'est vrai, n'a jamais prononcé le mot logement, ou si rarement, ou si peu. Or, le logement est fondamental et ça nous amène, notamment, s'il n'y a pas d'observation, d'anticipation, et notamment de concertation avec les acteurs et aussi de considération de ceux-ci, on va dans le mur. Je vous donne un exemple très simple. En 10 ans, on est passé de 58% de propriétaires à 57% de propriétaires. Vous direz, c'est pas grave s'il y a moins de propriétaires en France. C'est pas gênant. Mais moi, 1% de propriétaires en moins, c'est 1% de locataires en plus. Et 1% de locataires en plus dans le social et dans le privé. Et quand on n'a pas mis en place une politique pour accompagner ces nouveaux locataires, 1% de locataires en plus, c'est 350 000 logements. Et même la production de 60 000 logements neufs par an ne suffit pas. Et l'urgence, elle est là. Et en plus, quand vous doublez la sanction par une vision de la rénovation énergétique, notamment on va avoir 1 300 000 logements cumulés, les F et G, dans 30 mois, sachant qu'un propriétaire sur 3 souhaite vendre, vous imaginez la catastrophe. Donc aujourd'hui, la crise du locatif, elle est là, la crise de l'accession, elle est là, la crise du logement social, elle est là, et la crise de la construction neuve, elle est là. C'est ça, ce qu'on appelle une crise du logement. Eh bien, avec ça, on est rhabillé pour l'hiver. Vous vouliez rajouter? Alors, c'est une réalité. Et on le sait, on le dit déjà depuis plus de 2 ou 3 ans. Visiblement, aujourd'hui, on a entendu par une seule personne, la ministre du Logement. Les autres, visiblement, soit ne veulent pas nous écouter, soit ils nous écoutent, mais ils ne veulent rien faire. Et l'exemple, c'est MaPrimeRénov' copro et MaPrimeRénov' individuelle. On est passé de « on la suspend », on l'interdit, on modifie, on vous remet les gestes, mais on ne vous remet pas le global, on vous débranche le système à compter du 1er juillet. Pour info, ça ne marche pas depuis une semaine. Hein. Quand vous voulez réinscrire un syndicat des copropriétaires qui a voté les travaux, en ligne, ça bug, soi-disant. On a appelé, c'est des bugs parce qu'il y a trop de monde en même temps. J'y crois pas trop, je pense que c'est déjà suspendu globalement. Mais on va effectivement dans des solutions qui ne sont pas les bonnes. Et le cap, c'est le plus important sur un bateau quand on a des difficultés. Et aujourd'hui, on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi ce gouvernement, mais aussi l'Assemblée nationale, ne suit pas ou n'est pas une politique du logement. C'est une vraie difficulté. En plus, ils ne sont pas d'accord entre eux, hein, entre le Sénat, l'Assemblée, ça peut être aussi compliqué. Au Sénat, on a des interlocuteurs spécialisés sur la partie du logement et de l'immobilier qui comprennent, qui font avancer avec des propositions de loi. Il y en a une pour modifier les choses, notamment pour les biens qui sont classés en F et G, pour pouvoir effectivement donner un peu de temps, si jamais effectivement la copropriété a décidé de faire les travaux. Cette proposition de loi, elle a été votée au Sénat, elle est arrivée à l'Assemblée nationale fin mars, début avril, elle devait être étudiée la semaine dernière, elle est, on va dire, retardée, mais sans date. Donc, excusez-moi, elle ne sera pas votée. Ça fait 3 fois. Donc, je ne veux pas dire les choses, mais on n'a pas de logement vendu sur du neuf, on en a très peu sur de l'ancien. On n'a aucun logement locatif disponible pour les locataires qui en ont besoin. Pourquoi? Parce qu'avec une augmentation de la demande, je n'ai pas une augmentation des biens en locatif. Et un 4e point, c'est que là où les entreprises du bâtiment faisaient du neuf, ils sont passés sur de la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, on vous coupe la rénovation énergétique complète. On fait quoi? On met tout le monde dans la rue? La réponse est oui. Monsieur Millet, je vous vois avec le micro. Je ne sais pas si on doit tous monter le ton, mais je vais aussi moi monter le ton. Mais je ne crois pas que les aides d'État ou une politique du logement soient suffisantes, sincèrement, pour débloquer la question de l'habitat. Pourquoi? Parce qu'il faut-il encore qu'il y ait de l'acceptabilité. C'est-à-dire que les gens acceptent qu'on construise ou qu'on produise du logement à côté de chez eux. Et il faudrait un jour qu'on parle de 2 tabous, c'est quand même le prix de sortie des logements, qui sont quand même inaccessibles. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la métropole de Lyon, que je connais bien, où on vend entre 6, 7 ou 8 000, on est au-delà de l'acceptabilité financière des ménages. Et les fonciers sont inaccessibles. C'est-à-dire, on pourrait parler aussi bien demander à l'État des aides financières ou une politique du logement si on ne s'attaque pas à la problématique du foncier.
définitivement, et enfin, et qu'on n'accepte pas de travailler sur l'acceptabilité de la question du logement. C'est-à-dire que les recours, à chaque fois qu'il y a une opération de 10, 20, 30 logements, il y a un recours systématique parce qu'on ne veut pas construire en face de chez soi. Tant qu'on ne fera pas des chantiers, une forme de fête, une fête de l'économie, parce que finalement, un chantier, ça produit des salaires d'ouvriers, ça produit une activité pour tous les acteurs qui sont notamment autour de la table. Tant qu'on ne fera pas ce travail-là autour de la politique du logement et de l'habitat, on n'y arrivera pas. Et moi, je vais faire partie de ceux qui râlent, mais aussi qui apportent des solutions. On en a, l'identification du foncier invisible moins cher. Il y a la question de transformation du bureau en logement qui est trop cher, qui est incompréhensible, mais sur lequel il doit y avoir des leviers pour faire en sorte que ces acquisitions d'actifs qui sont dépréciés, qui doivent permettre de faire du logement moins cher, parce que le capital carbone est déjà là, parce que la structure est déjà là, dont on sait que les coûts de travaux de rénovation sont plus chers que du logement neuf, dont acte. Mais quand on fait une transformation de bureau en logement dans un secteur en tension qui va coûter 3 000 € le mètre carré et qu'on va vendre en région parisienne entre 7 et 10 000 € le mètre carré, mince, il y a quand même de la place, quoi. Arrêtons de dire qu'on ne doit pas se questionner sur le coût du logement, le coût des actifs, le coût du foncier, qui est une principale solution à la crise. Pour vous, il faudrait réguler les coûts du foncier, du coup. Il faut réguler le coût du foncier, définitivement. Je crois que les promoteurs n'osent pas le dire de façon publique, mais individuellement, moi je fais le tour des promoteurs, ils le disent individuellement, parce qu'ils savent que se faire la guerre sur le coût du foncier, et notamment qui surenchissent le coût du foncier, dont les aides publiques qui participent, d'ailleurs, parce que vous savez que dans un bilan de promoteur, M. Boulanger le connaît mieux que moi, les aides en font partie, donc ça fait augmenter l'ensemble du coût. Il faut quand même arrêter ça. Et ça, pour le coup, il y a des moyens, et je leur ai dit, les moyens notamment qu'on a mis en œuvre à l'ordre des architectes, c'est la question des lotissements, densification des lotissements, le foncier invisible dans les villes, les petites opérations en dentelle qu'on retrouve dans les territoires, qui produisent du logement, dans lequel il y a du travail. Les solutions, elles y sont. J'ai fait le tour des maires quasiment pendant 1 an et j'ai vu des maires qui sont bâtisseurs, dont le nombre de populations augmente parce qu'ils ont une réflexion qui est un peu différente de celle qu'on a d'habitude. Monsieur Boulanger, évidemment, je dois vous faire réagir. Et monsieur le maire, juste après, sur le coût du logement, la maîtrise du foncier. J'y crois pas une seconde. Pourquoi? J'y crois pas une seconde parce que ça fait 30 ans qu'on en parle, 30 ans que c'est essayé et 30 ans qu'on ne trouve pas de solution. Il n'y a pas de solution miracle. Vous allez demain avoir un foncier qui vaut 100, si on vous le régule à 50, vous ne le vendrez plus. Je ne dis pas qu'on a raison les promoteurs, on a une autre part de responsabilité, mais est-ce qu'on a concouru à faire monter le prix des fonciers? La réponse c'est oui et c'est non. Oui, parce qu'on n'a pas eu le choix. Et non, parce que s'il y avait plus d'autorisation de construire, on ne se battrait pas sur les rares fonciers sur lesquels on sait qu'on va avoir des autorisations de construire. On parle de réguler les fonciers, moi je veux bien, mais quand vous savez que les PLU votés par les élus ne sont utilisés qu'à 65% de leur capacité, c'est-à-dire l'élu, quand il est vice-président de l'EPCI, il vote un PLU, mais quand c'est dans sa ville, il limite les capacités. Donc je pense qu'avant de réguler les prix des fonciers, il faut peut-être libérer l'acte de construire. Et plus on aura d'offres, plus on aura de prix de foncier qui baissera. Mais aujourd'hui, on a organisé, les pouvoirs publics ont organisé la rareté, non pas du foncier, mais d'autorisation de construire. Il est là le vrai problème. Je pense que c'est plutôt un problème de rareté d'autorisation que de régulariser le prix du foncier ou de réglementer, parce qu'on n'y arrivera pas. Alors, monsieur le maire, évidemment, je me tourne vers vous et après vous, madame. C'est très bien, le pavé est envoyé dans notre jardin. Ouais. Chacun se renvoie la balle, voilà, c'est clair. Mais du coup, il y a d'autres pavés à envoyer. Non, je plaisante. Mais simplement, peut-être premier élément, je réagis sur quelque chose que j'ai entendu tout à l'heure, sur les questions de fiscalité notamment. Moi, je souligne quand même, parce que c'est bien de prendre parfois aussi une distance par rapport aux choses, mais la suppression de la taxe d'habitation. Mais j'ajoute aussi, et c'est peut-être pas populaire, la question de certaines exonérations sur les taxes foncières, etc., ne sont pas sans impact pour les maires dans leur rapport au développement de leur ville. C'est-à-dire que, pour dire les choses très concrètement et pour pas que ce soit complètement éthéré, vous construisez un quartier qui représente par exemple 5 à 10% de votre population. Si ce quartier-là ne vous rapporte fiscalement quasiment rien, et j'exagère à peine, derrière, il va vous coûter quand même en équipement, en infrastructures diverses. Donc en tant que maire, évidemment, vous ne prenez pas vos décisions uniquement en fonction de ce que ça vous rapporte fiscalement, heureusement. Mais il n'empêche que vous avez des équilibres à tenir. Et donc, y compris pour la population qui est déjà là et qui, elle, contribue fiscalement, ça peut être une source de tension. Et en tout cas, moi, c'est toujours bien de dire d'où l'on parle, pour prendre une vieille expression. Ma commune, à la fois en termes de logement social, elle est encore largement en retard par rapport aux objectifs de la loi. Et néanmoins, on a doublé le nombre de logements sociaux. Donc, on a 10% de population en plus. Bon, bah, effectivement,
C'est une manne fiscale, entre guillemets, que je n'ai pas. Par contre, les coûts sonnants et trébuchants, ils sont là. Donc je rejoins tout à fait ce qui était dit tout à l'heure sur le fait qu'il faut voir le logement comme un tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé une famille, qu'elle soit monoparentale, quelle que soit sa situation, derrière, la question, c'est comment elle vit. Et donc là, très concrètement, nous, c'était 7 classes qu'il fallait ouvrir dans l'école, dans un temps quand même assez record. Je passe les détails. La résidence était inaugurée en 2020. J'ai été moi-même élu en 2020. J'ai constaté que les travaux, les investissements n'avaient pas été faits. Donc vous vous retrouvez dans une situation où en accéléré, pour l'école, c'est quasiment 10 millions d'euros qu'il fallait sortir. Pour avoir davantage de médecins, et on sait la galère que c'est pour tout le monde, mais y compris pour nous, d'essayer de trouver des solutions, en tout cas, bref, maison médicale, etc., c'est encore un coût supplémentaire. Cet argent-là, il n'est pas magique, vous ne l'avez pas dans les caisses, moi, je n'ai pas 10 millions d'euros qui attendaient tranquillement à être dépensés. Donc, c'est ensuite à nouveau un tour de table de tous les financeurs possibles, et vraiment tous les financeurs possibles, pour chercher à les convaincre, de dire ce projet, il n'est pas juste intéressant pour moi, il est peut-être intéressant pour vous. Mais je vous dis ça pourquoi ? C'est que quand vous êtes maire, vous êtes quand même obligé de penser votre ville, à quoi elle va ressembler dans 20, 30 ou 40 ans, et de dire dans quelles conditions les habitants vont vivre. Parce que vous ne regardez pas juste le logement, vous regardez les gens dedans. Parce que s'ils ne sont pas bien dedans, de toute façon, c'est vous qui vont aller voir pour se plaindre. Donc ça, c'était 2 éléments que je voulais dire sur l'aspect fiscal et sur l'aspect du coût. La troisième chose, je termine là-dessus. On a parlé tout à l'heure des contraintes, et vous y êtes revenu. Effectivement, on a parlé de la judiciarisation. Et ça, c'est une réalité. Je ne veux pas faire du moi dans ma commune, mais c'est vrai que j'ai une opération, à peu près 20 logements. Ça fait déjà 6 ans. Le Conseil d'État s'est prononcé. Il y a eu un référé ensuite. Il y aura un deuxième référé très certainement. On nomme un expert. L'expert demande 4 saisons. Voilà. Ensuite, il peut à nouveau y avoir un appel, etc. Donc là, ça fait 6 ans que le projet a été instruit. Je ne sais toujours pas s'il pourra se faire. Je ne sais toujours pas. Et ça pose plusieurs questions au-delà de l'anecdote. Et c'est sur ça que je voulais en venir. C'est à la fois la question de la temporalité, le temps de la justice d'une part, mais globalement des procédures en la matière. Ça, c'est un vrai questionnement. Deuxièmement, je pense qu'il y a un effet sans doute post-Covid sur notre rapport à notre environnement immédiat. Comment on perçoit les choses, son rapport à la tranquillité, des choses qu'on a acceptées autrefois, qu'on n'accepte plus aujourd'hui. Donc ça pose cette question. Et je ne prétends pas d'ailleurs que faire avec les riverains, parce que vous disiez que la construction soit une fête, je ne sais plus comment vous l'avez formulé, mais une fête de l'économie. Sans doute que c'est peut-être un levier pour attirer. Il y a certainement des résistances qui perdureront parce que vous avez des intérêts qui peuvent se colliser. Mais j'ai tendance quand même à dire, et là j'en arrive aux différents pavés qu'on peut mettre dans les mares de chacun, la situation évolue quand même, mais on a connu un temps néanmoins où parfois on a pu avoir un certain nombre de promoteurs qui on avait le sentiment, débarquaient et ne cherchaient pas à avoir une concertation avec les maires. Et je pense en toute sincérité que c'est la meilleure façon d'aller droit dans le mur, parce que l'acceptabilité sera extrêmement faible, non seulement d'un quartier, mais y compris politiquement. Et donc c'est là où j'ai tendance toujours à appeler, y compris que architectes, constructeurs, maires, finalement il faut que ce soit aussi une équipe qui pense le projet, son insertion dans un quartier et plus globalement son insertion dans la ville. Ultime chose que je voulais dire, c'est que les différentes normes écologiques et pas seulement écologiques, elles sont extrêmement vertueuses et nécessaires, et à titre personnel je les soutiens, mais elles ont quand même une conséquence réelle, c'est qu'elles renchérissent malgré tout le coût de la construction. Donc c'est aussi une réalité, et je ne dis pas que, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elles sont nécessaires, mais derrière aussi, quand j'entends dire que les maires freinent sur les autorisations et autres, en fait, c'est pas qu'on freine, c'est qu'à un moment donné, on a une multiplicité de règles à faire appliquer, et que je suis désolé, un certain nombre de projets qui nous sont soumis ne respectent pas toutes ces règles. Et donc nous, notre rôle, et en la matière, on se doit de vérifier que tout est respecté, que ce soit en matière d'énergie renouvelable, que ce soit en matière de perméabilisation des sols, que ce soit dans le mode constructif, etc. Et ben on fait notre travail, il est complexe, il s'est complexifié, et donc effectivement ça prend plus de temps, et ça c'est aussi une réalité qu'il faut voir en face. Mais la complexité, elle se fait partout. Alors juste, Madame Cos, vous vouliez quand même réagir sur la partie maîtrise foncière, et je vous redonne la parole après. Alors sur le foncier, j'ai un désaccord avec Pascal, mais... c'est pas pour autant qu'on est toujours en désaccord. Je rappelle que ça fait partie du débat que nous avons porté dans le cadre du Conseil national de la refondation sur le logement, où il y avait quand même une unanimité dans les 350 mesures pour parler d'une mesure de régulation du foncier, et notamment en lien avec le pouvoir d'urbanisation. Parce que ce qu'avait très bien montré Thierry Repentin, c'est que les maires travaillent des PLU, des PLUI pour justement répondre aux besoins de la ville à venir et de leur vision, que donc ils font des choix d'urbanisation ou pas,
et qu'en fait, en créant cette valeur est ensuite captée par le marché dans le renchérissement du prix du foncier, et à aucun moment pour l'intérêt général. Et moi, je pense que si on avait un seul débat à poser dans un débat politique innové, notamment parlementaire, c'est celui-là. Quand même, il y a plein de choses qui ne marchent pas, mais la création des établissements publics fonciers, heureusement qu'on l'a fait il y a 20 ans, parce que je ne sais même pas où on en serait aujourd'hui. La question de la dépollution des sites, elle a aussi marché. La question, c'est comment on va plus loin que la régulation. Et en effet, que maintenant, déjà, on arrête les surenchères partout, mais y compris, il faut que les collectivités et l'État arrêtent les surenchères, et ce n'est pas toujours le cas. Parce que, comme je le dis à chaque fois, tout le monde profite de la cherté du foncier. Tout le monde. Et les propriétaires fonciers, ils sont privés comme publics. Et ensuite, je pense que ça serait un élément important sur le coût, en effet, du logement qui est devenu très fort. La deuxième question, le deuxième sujet, c'est ce que vient de dire Monsieur le maire, en parlant du temps, de la temporalité. La très grosse difficulté aujourd'hui, c'est que la temporalité de nos projets fait qu'en effet, et alors notamment lié au recours, mais pas que, parce que parfois on peut aussi avoir des découvertes sur des fonciers et tout ça. Mais en tout cas, moi y compris, je porte des projets, je ne sais pas si je les ferai parce que l'équation économique rend impossible mon projet en logement social que j'avais prévu au départ, et notamment avec la question des recours qui pose énormément de problèmes. Donc c'est sûr que ça interroge d'autres choses. La capacité de travailler entre opérateurs de logement et notamment les collectivités pour travailler de manière beaucoup plus, on va dire, efficace et pas de prendre tous les sujets les uns après les autres, mais peut-être d'avoir une manière de faire où on traite avec la collectivité la globalité des sujets en même temps. Et pour répondre à votre question, qu'en effet, parfois, les projets ne respectent pas ce que dit la loi. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est d'avoir, c'est ce qu'on demande depuis des années, que le dispositif qui a été créé pour la construction du village olympique, et donc d'avoir ces permis à double détente, mais aussi cette manière d'avoir une globalisation, soit faite. Je le dis parce que... C'est censé arriver avec les permis. Non, mais censé arriver, moi j'en ai ras-le-bol. La loi, elle date... C'est pas moi. J'étais ministre, on était déjà en train d'écrire la loi. Donc en 2017, on a écrit la loi, elle a été adoptée en 2018. On a juste demandé que ces choses-là arrivent sur beaucoup plus de projets. Et je pense qu'il faut... En fait, la question, c'est aussi comment on arrive à travailler mieux, on soit plus efficace. Aujourd'hui, on ne l'est pas. Et il y a quand même un sujet. Les agréments en logement social, au bout de 7 ans, ils tombent. Donc on a des négociations, mais ils tombent. Donc ça pose quand même des tas de questions administratives. Et ensuite, entre-temps, il y a des réglementations qui changent. Donc on a, voilà. Donc je pense quand même qu'il faut être conscient de ça. Néanmoins, pour ne pas avoir un discours que négatif, vous dire quand même que nous, la production de logement social, elle est plus forte cette année que l'année dernière. Vous allez me dire, on avait un des pires chiffres depuis 40 ans. Donc heureusement, mais quand même, on a plus de projets. Et surtout, en réhabilitation, nous, on a augmenté 35% notre activité, en sachant qu'on ne fait que de la rénovation globale. Je le dis parce que dans le logement social, nous, on va investir 17 milliards d'euros dans l'économie cette année. Donc en fait, on n'a pas fléchi dans la période. Le problème, c'est plutôt le soutien, en effet, de l'État et des collectivités locales, parce que ça a été dit, moi, dans plusieurs régions, en 2025, notamment la région Île-de-France, nous perdons en 2025, cumulé régions et départements, nous perdons 200 millions d'aides à la pierre. Il y a 200 millions d'aides à la pierre qui ne seront pas injectés dans les programmes de logements sociaux suite aux décisions des collectivités locales qui, pour des tas de raisons que je ne vais pas commenter ici, ont décidé de les supprimer. Donc ça pose aussi des questions. C'est qu'à un moment, en effet, l'équation est très compliquée pour ressortir ces projets. Monsieur Millet, vous vouliez réagir. Oui, après, je vais vous laisser aussi réagir, messieurs Boulanger. Sur les propos de la question du foncier disponible. Moi, je redis, par expérience, la rareté du foncier n'a jamais fait augmenter le prix de l'immobilier. Ce n'est pas la rareté du foncier qui l'a fait, j'en suis désolé, puisque c'est plutôt le nombre d'opérateurs qui se battent pour avoir un foncier qui fait augmenter le prix de l'immobilier. Or, à Lyon, pour citer les chiffres, on est passé là où, à l'époque de Gérard Collomb, le foncier, maire bâtisseur, les fonciers se libéraient avec un PLU plutôt favorable, on est passé de 40 opérateurs à 120 opérateurs. Ce qui fait qu'on a toujours eu en moyenne 15 à 20 opérateurs qui se battaient pour acquérir un foncier avec un prix de marché qui était constamment imaginé à la hausse pour les 3 années à venir, ce qui faisait que le foncier continue à augmenter. Et les chiffres qu'on a pu étudier montrent que plus le marché est dynamique, plus l'augmentation du prix de sortie évolue à la hausse. Et puis, il y a surtout, on parle souvent de foncier libre et disponible ou facile, mais il y a tout le foncier pas facile, tout le foncier invisible, tout le foncier qui est déjà bâti. Et là, pour le coup, mais il y a une marge énorme pour construire. Et en termes d'acceptabilité, il y a de la place. En termes d'acceptation des riverains, il y a de la place. En termes de développement des filières autres que le béton armé, il y a des choses à faire. C'est-à-dire que du foncier disponible, il y en a, à condition qu'on accepte que ce soit des opérations différentes et plus difficiles à mener, peut-être plus chères à construire, mais dont le foncier serait moins cher. Donc il y a de la place pour tout le monde pour faire du logement encore et encore et encore.
Donc il faut se réinventer. Est-ce que, Monsieur Boulanger, pour vous, c'est quelque chose que vous pouvez entendre, ça? Ah, mais tous les jours, on me dit qu'il faut se réinventer. Donc, on va se réinventer. On essaye. On imagine. Ce que vient de dire notre ami, c'est malheureusement un peu vrai. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup d'opérateurs, ça a une tendance à faire monter les prix du foncier. Donc, sur ce sujet-là, il a raison. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime des opérateurs ou on libère du foncier? Tout le sujet, il est là. Derrière ça, il y a quand même une réponse. C'est qu'il y a un besoin. Il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Aujourd'hui, on parle du foncier, je vous garantis que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Nous, il y a un sentiment de besoin énorme et il n'y a pas de demande. Donc, comme par hasard, les prix des fonciers n'augmentent plus et il n'y a pas de surenchère sur le foncier. Donc, tout ça, il faut le prendre avec un peu plus de distance que dire plus il y a d'opérateurs, mais ce qui est vrai d'ailleurs. Hein. Plus il y a d'opérateurs, plus le foncier monte. C'est plus il y a d'opérateurs et plus le marché est porteur, plus le foncier monte. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a toujours à peu près autant d'opérateurs. Malheureusement, les chiffres vont devoir commencer à baisser un petit peu sur le nombre d'opérateurs. Le jour où ça repartira, même si avec 2 opérateurs, ils se battraient sur les fonciers. C'est pas que ce sujet-là. C'est ce sujet d'une demande qui est très forte et quand même d'une rareté de l'offre foncière, plus exactement de l'autorisation de construire. Donc, on dit tous à peu près la même chose. Alors, ça fait 30 ans qu'il y a une unanimité, pour réglementer le prix du foncier. Ça fait 30 ans qu'on n'y arrive pas. Pourquoi? Monsieur Safar. Ouais, je voudrais simplement rappeler une chose. Nous avons trop de normes, trop de textes, trop de lois. À un moment, il faut arriver à simplifier, à libérer. Quand vous avez effectivement un besoin, mais pas de demande, ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas le faire. Si on ne peut pas le faire, ça veut dire qu'il y a trop de règles, trop de normes, trop d'obligations. Donc à un moment, quand on est arrivé à enchaîner les réglementations les unes avec les autres, il faut les enlever. Il faut relibérer les choses et faire les choses à l'envers. C'est simple, un marché bloqué, s'il n'y a pas d'acquéreur, c'est une chose, s'il n'y a pas de vendeur, c'est une deuxième chose, mais s'il n'y a pas de produit, c'est pire. Parce que globalement, vous êtes coincé. Donc ça veut dire que si je ne peux pas fabriquer les produits pour pouvoir les vendre, pour pouvoir aller chercher le client, pour pouvoir aller chercher le financement, à un moment, c'est que je fabrique soit trop cher, soit je ne fabrique pas du tout. Et aujourd'hui, on ne fabrique plus. Et donc là, c'est parti du neuf. La rénovation, c'était la solution qu'on a effectivement étudiée en disant on n'a plus le neuf, allons sur la rénovation. On va réhabiliter certains immeubles, transformer des immeubles de bureaux en logements, des anciens ateliers en espèces de loft ou autre chose. C'est très bien, mais telle réglementation tellement compliquée pour pouvoir y arriver, de permis à déposer, de recours, de différents points, que derrière, on bloque à nouveau les choses. Et on a des possibilités, mais ce sont à chaque fois des toutes petites choses. Et les petites choses, quand on les additionne, c'est bien si on peut les faire marcher. Sauf qu'aujourd'hui, à chaque fois, on a un blocage pour chaque petite chose. Et donc, on n'a pas cette vision d'ensemble dont on a besoin pour simplifier les règles de la construction du logement, mais aussi de l'habitabilité, parce qu'il faut le modifier, mais aussi de la compréhension par le gouvernement de cette stratégie sur du long terme. Notre immobilier, on ne l'achète pas pour 1 an ou 2 ans. Les crédits aujourd'hui, c'est en moyenne 10, 12, 15, 20 ans. Donc ça veut dire que le logement et l'habitat doivent être pensés sur ces longs termes. Or aujourd'hui, on ne pense qu'à du court terme. Je pense que ce n'est pas la bonne vision. Alors, merci. Justement, on arrive un petit peu au terme de notre tour de table. Dans notre enquête, ce qui ressort justement, c'est que dans le contexte actuel et face aux millefeuilles administratifs toujours pesants, tout le monde réclame toujours cette simplification qui n'arrive jamais, cette pause normative, simplification qui va peut-être arriver au moins sur certains points. Il y a des discussions cet après-midi, mais c'est plutôt mal parti. D'après ce que j'ai compris, il y a quand même énormément d'amendements encore sur cette loi. Quel message vous aimeriez encore faire sortir ce matin? Madame Cos. On reste optimiste quand même? Ah oui, non, mais ça, c'est pas le sujet. Vous savez, on peut parler de simplification, tout ce qu'on veut. Quand il n'y a pas de portage politique, il n'y a pas de portage politique. Hein. J'ai fait assez de politique dans la vie pour le savoir. Et aujourd'hui, la question est vraiment de savoir si le gouvernement, le Parlement, mais aussi les élus locaux, parce que je pense que les maires, ils vont avoir un rôle très important dans ce qu'ils vont dire dans l'année qui vient. Est-ce que l'on arrive à avoir une mobilisation générale pour le logement ?
Pour moi, la question, elle est aussi simple que cela. Après, les questions réglementaires et législatives, on les règle. Quand il y a un portage politique, on sait faire des choses. Voilà, aujourd'hui, ce dont on souffre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de cap, ça a été dit, et qu'il n'y a pas d'ambition, et qu'il n'y a pas de volonté de résoudre le problème. Moi, je crois beaucoup quand même à l'expression qui est aujourd'hui très forte des élus locaux pour justement essayer de reprendre la main. Mais c'est sûr que si on est constamment baladé, qu'on nous renvoie au prochain débat au présidentiel, bon, on a le temps quand même d'avoir une catastrophe économique assez forte sur nos sujets, en tout cas. Monsieur Boulanger ? Je vous donnerai la parole en dernier, monsieur le maire. À peu près la même chose qu'Emmanuel. On se réveille quand? On se réveille quand? Tous les trimestres, j'annonce des chiffres en disant c'est les pires connus. tous les trimestres, ça continue de baisser. J'en ai un petit peu marre d'être l'oiseau de mauvais augure. J'ai plaisir à dire que, en termes de statistiques, je suis quand même le plus mauvais président que la FPI n'ait jamais eu, mais largement. Après, pour le reste, je vous les juge, mais sur les chiffres, je suis imbattable. Donc, un moment, on se réveille quand? Derrière tout ça, il y a des Français, des concitoyens qui ne trouvent pas de logement, des entreprises qui sont en train de se casser la figure une par une, de la TVA qui ne rentre pas. Un logement moyen neuf, c'est 50 000 € de TVA qui tombe dans les poches de Bercy. Et Emmanuel a dit quasiment le mot de la fin pour tout le monde. On ne sent pas un véritable portage collectif, aussi bien au niveau parlementaire qu'au niveau gouvernemental. C'est mieux que ça n'a été, mais on ne sent pas un grand projet. C'est pas encore le grand soir, quoi. Et les chiffres continuent à s'effondrer. Alors, tu as raison, Emmanuel, on n'a pas le temps d'attendre 2 ans. Nous, dans 2 ans, pour certains d'entre nous, le pronostic vital est déjà bien engagé. Hein. Et on rappelle que le logement est d'intérêt général. Oui. Monsieur Millet ? Merci de le rappeler, parce que parfois on l'oublie quand même. Moi, je rêve d'un ministère de l'Habitat plutôt qu'un ministère du Logement qui permette d'aider les élus locaux et les acteurs d'appréhender la question de la désirabilité des territoires dans son ensemble, qui puisse aider les maires à travailler autour de la question de la nourriture, de la question de l'école, de la question du loisir, de la question du travail, de la question de l'habitat dans son ensemble. Et j'ai aucun doute qu'en élargissant la question autour de l'habitat, la question du logement se résoudra beaucoup plus vite, de façon beaucoup plus écologique et sociale que celle qu'on essaye de résoudre actuellement. Merci beaucoup, monsieur le maire. Dans un an... à cette heure-ci, on sera en pleine... Enfin, voilà, on aura passé les élections. On les aura passées. Ouais, on les aura passées. Sauf nouveau Covid ou je ne sais quoi. Je ne nous le souhaite pas néanmoins. Voilà. Non, du coup, ce que vous avez entendu là, est-ce que ça peut être aussi cet appel à ce que ce sujet du logement soit porté lors de ces élections? Vous l'entendez? Oui, je pense que ce message est très fort. Je pense qu'il dépendra de chaque territoire. Et évidemment, je parle ici au nom de l'AMF. Et donc, il y a 35 000 communes avec toute la diversité. Vous êtes à Paris, à Lyon, c'est pas pareil que si vous êtes dans un village ou autre. Donc, le sujet, il sera porté. Après, je pense que les solutions, elles seront évidemment éminemment adaptées à un territoire. Est-ce que ça va être effectivement de la réhabilitation? Est-ce que ça va être du bail réel solidaire? Est-ce que ça va être création d'un nouveau quartier? Voilà, je pense que c'est effectivement aux élus de s'en emparer en cherchant les réponses qui sont adaptées à leur territoire et en n'opposant pas les types de logements, parce qu'on ne l'a pas évoqué ce matin, mais c'est vrai qu'on peut être un certain nombre de maires à porter des sujets sur, par exemple, un foyer de jeunes travailleurs, sur la question du logement pour personnes en situation de handicap, pour personnes âgées, résidence intergénérationnelle, etc. Je sais que parfois, il peut y avoir un discours de dire, attendez, regardez, ils font ça, au lieu de faire du logement social, entre guillemets, pur. Moi, je ne les oppose pas, parce qu'en vérité, accroître l'offre, y compris par rapport à des situations auxquelles on est confronté sur le terrain, peut malgré tout aussi libérer, finalement, dans une mobilité résidentielle, un certain nombre de logements ailleurs. Donc, c'était un message que je voulais passer. Mais l'ultime message que je donnerais, c'est une petite citation d'un illustre habitant de ma ville, qui est décédé depuis quelques années. Vous reconnaîtrez peut-être qui c'est, qui disait... qu'on nous donne l'envie d'avoir envie. Et j'ajouterais quand même aussi qu'on nous donne un peu quelques moyens pour y arriver. Ça me paraît assez important. Et en tout cas, ça reste le nerf de la guerre. C'est que si on n'a pas cette visibilité-là sur le cap dans lequel on est, on restera malgré tout dans une très grande difficulté à agir. Mais je dis, et je le répète, je crois que la conscience de la nécessité de se charger de ce sujet, les maires en sont pleinement convaincus. Merci beaucoup, et on voit bien aussi qu'il faut arrêter de vous opposer les uns les autres. On arrive à dialoguer tous ensemble. Merci pour cette table ronde. On passera à des questions-réponses juste après. Je vais vous laisser le temps de poser des questions. Je voudrais avant appeler notre grand témoin ce matin, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous, vient d'être nommé directeur général de la Caisse des dépôts, monsieur Olivier Sichel.